Bon, la meilleure de commu. Entre nous, on va pas se mytho. On sait très bien qu'il y a certains épisodes de notre série Thread d'horreur qui sont meilleurs que les autres parce que les histoires sont simplement plus prenantes. Et aujourd'hui, on estime qu'on vous a trouvé 4 histoires qui sont particulièrement palpitantes dans des registres complètement différents, du moins violent et encore jusqu'au plus sordide. On va encore une fois monter crescendo, alors préparez-vous et surtout gros disclaimer pour la dernière histoire qui est très violente. On vous prévient encore une fois tout particulièrement, on vous le remet dans le chapitrage de toute façon en vous disant que cette histoire est extrême et on estime qu'elle devrait être réservée aux plus de 18 ans parce qu'on vous prévient, elle a vraiment tous les trigger warnings possibles et imaginables. Donc vraiment, on insiste, si vous ne le sentez pas, ne regardez pas cette histoire parce qu'elle peut en impacter même si on n'a pas donné tous les détails de l'affaire tellement elle était sombre et macabre. Et si on ne vous a pas trop refroidi et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce format, vos commentaires sont vraiment super importants. Donc si vous voulez être prévenu de toutes les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, préparez-vous pour 4 histoires bien sordides et on est parti pour la première. La première histoire, c'est celle de Thomas qui est, comme la deuxième histoire, vous allez voir, très originale mais pour une raison complètement différente. Pour nous plonger directement dans l'histoire, il nous dit qu'elle s'est passée il y a 10 ans alors qu'il travaillait dans une entreprise qui installait des box internet chez les gens. Et c'est là qu'il nous précise un de ses traits de caractère qui, on vous le prévient, est extrêmement chelou. Thomas a en fait depuis qu'il est tout petit une habitude malsaine, non en fait carrément très malsaine, qui est celle de toujours fouiller dans les affaires des gens. C'est quelque chose qu'il fait vraiment depuis toujours, à chaque fois qu'il va dans la maison de quelqu'un qu'il connaît, que ce soit un membre de sa famille ou alors un de ses amis, il ne peut pas s'empêcher d'aller dans la chambre, de fouiller les placards, de tirer les tiroirs et de regarder ce qu'il y a dedans, c'est hyper chelou. Bon, comme ça, on a l'impression que l'antagoniste de cette histoire c'est Thomas, mais en fait il nous dit que à chaque fois qu'il le fait, il ne vole absolument rien, il remet toujours les choses à leur place, même si ça n'enlève en rien le côté malsain de ce qu'il fait. Bref, revenons-en au moment où Thomas installe des box internet chez les gens et il nous précise que les box internet sont toujours dans des endroits un petit peu originaux. Ça peut se trouver dans des vides sanitaires, dans des chambres, bref, partout où il y a des prises de courant et on le sait très bien, les prises de courant ne sont jamais dans les endroits les plus pratiques. Et donc, vous le connaissez un petit peu maintenant, il ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'il installe une box de fouiller un petit peu dans les affaires personnelles des gens et bien sûr, à chaque fois, quasiment, il tombe sur des affaires hyper personnelles des gens, des choses qu'ils ont envie de cacher et qu'ils n'ont pas forcément envie de montrer à tout le monde. Et au fur et à mesure, cette passion n'était plus juste de tomber sur des choses insolites, c'était de carrément les chercher. Et vu qu'à chaque fois qu'il installait des box, les propriétaires avaient trop la flemme de le suivre dans chaque pièce, lui il avait tout son temps pour fouiller partout. Bref, ça fait maintenant 4-5 mois que Thomas a commencé son nouveau travail, et là il se retrouve dans la maison d'une femme qui est propriétaire d'une maison et qui est dans sa vingtaine. Il s'agissait d'une femme qui habitait toute seule dans sa maison et d'ailleurs c'était une très grande maison. Il y avait énormément de pièces, plusieurs salles de bain, plusieurs chambres. Et il faut savoir que lors de son intervention, elle a bien précisé qu'elle ne serait pas à la maison et donc qu'il aurait tout son temps pour fouiller partout. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on raconte l'histoire de son point de vue qu'on banalise ce qu'il fait et qu'on approuve. Bien sûr, c'est intolérable et c'est inadmissible ce qu'il fait. Et ceci étant dit, il nous avoue que pendant sa fouille, il espérait tomber sur des choses intimes parce qu'il la trouvait plutôt jolie. Mais cette fois, il ne fait pas mouche, il tombe que sur des choses qui ne l'intéressent pas vraiment, des affaires plutôt banales, il va tomber sur ses cours scolaires par exemple. Mais il y a quand même un objet qui attire son attention, il s'agit d'un cahier qui est posé sur son oreiller, et lui il comprend tout de suite, il s'agit d'un journal intime. Regardant derrière lui et étant tout excité de découvrir les plus grands secrets de cette femme, il commence à l'ouvrir et à feuilleter. Et là, c'est la grosse déception. Il y a juste des listes de courses et des choses complètement banales qui sont inscrites dedans. Et alors qu'il est prêt à reposer le carnet, il tourne une dernière fois la page et c'est là qu'il lit des mots qui attirent son attention. Le caractère du journal devient de plus en plus narratif et il y apprend que la femme est en train de raconter une histoire qui lui est arrivée et c'est une histoire très grave. Sauf que cette histoire, elle ne l'a pas vécue, elle l'a plutôt faite vivre. Thomas apprend dans ce carnet que la femme a apparemment frappé un homme à la tête et qu'il est devenu inconscient. Paniquant et ne sachant pas quoi faire, elle aurait demandé de l'aide à une tierce personne pour le jeter dans la rivière. Après ça, son récit continue où elle parle de son anxiété et de sa paranoïa due aux événements qu'elle venait de vivre. Elle raconte à quel point elle a peur étant donné qu'elle a partagé son secret à une personne. La suite du récit devient tellement sombre que le silence de la maison fait peur à Thomas. Complètement terrifié, Thomas repose le livre et à ce moment-là, il n'a qu'une envie, quitter la maison. C'est donc ce qu'il fait même s'il est complètement stressé de s'être fait cramer.
Et pendant tout le chemin du retour, il ne va pas arrêter de se convaincre que ce qu'il avait lu était en fait un extrait d'un roman qu'elle avait peut-être inventé, même si au fond il n'y croit pas du tout. Plus tard, il va raconter tout ça à des amis, ensemble ils vont essayer d'en rire et après ça, il n'en reparlera plus jamais jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant tellement longtemps que cette histoire s'est passée que Thomas peine à se souvenir du visage de cette jeune femme qui, derrière son joli sourire, cachait probablement de terribles secrets. Bon, on est parti pour cette deuxième histoire qui, vous le verrez, est particulière et originale, mais plutôt impactante. Et pour la découvrir, replongeons-nous dans les souvenirs lointains de Benjamin. À cette lointaine époque, il a environ 9 ou 10 ans et il est invité lui, ainsi que tous ses camarades de classe, à l'anniversaire d'un ami. Et cet ami en question, même s'il s'agit du passé, était déjà dans le futur, car il propose à tous ses camarades quelque chose de plutôt peu conventionnel, il les invite tous à la piscine pour son anniv. Comme on peut l'imaginer à cet âge-là, la plupart sont super contents, ils sont vraiment refaits et du coup dans la piscine c'est l'éclat total, l'amusement est à son paroxysme. Et pour vous décrire la configuration de la piscine, il y a un espèce de bassin qui est calme, qui est réservé aux personnes qui veulent plutôt chill, et ce bassin en question est relié à un autre via un tunnel qui est beaucoup plus mouvementé avec des vagues pour les personnes qui préfèrent plus chahuter. Et Benjamin est plutôt du genre à toucher à tout, du coup il fait des allers-retours entre le bassin calme, le bassin plus mouvementé, bref, il passe sa meilleure journée. Et d'ailleurs, pour parler plus précisément de lui, à cet âge-là, il se décrit comme étant particulièrement frêle et petit pour son âge. Il se trouve assez chétif, mais il n'a aucun problème avec ça, ce n'est en rien un complexe. Et petite précision sur le tunnel entre les deux bassins que Benjamin s'amuse à fréquenter, il est en fait accessible au public, il n'est pas complètement rempli et il s'agit d'une sorte de couloir géant passerelle qui déverse le petit bassin dans le grand. Et c'est précisément dans ce tunnel que la journée de Benjamin va virer au cauchemar. Et à un moment, alors que tous ses camarades perdent peu à peu leur énergie et qu'ils préfèrent chiller dans un bassin ou dans l'autre, Benjamin lui n'en est pas à son coup d'essai, il n'est toujours pas fatigué, il emprunte une énième fois ce tunnel. Sauf que cette fois, il se retrouve tout seul, enfin presque. En se retournant, Benjamin remarque qu'il y a une fille, et cette fille c'est une camarade de classe à qui il n'avait pratiquement jamais parlé. Et pendant les quelques secondes durant lesquelles leurs regards vont se croiser, il y a un silence super gênant qui s'installe. Sauf qu'il y a quelque chose qui terrifie Benjamin, c'est qu'il y a dans le regard de sa camarade une expression, une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant chez qui que ce soit. Et avant même qu'il ait le temps de réfléchir, la jeune fille lui saute dessus, lui prend la tête et essaye de le noyer. Benjamin l'a très bien vu dans son regard, elle ne faisait absolument pas ça pour rigoler, elle était vraiment sérieuse. 30 longues secondes s'écoulent, durant lesquelles Benjamin n'arrive plus à respirer et fait de son mieux pour se débattre et tenter d'échapper à la prise de cette jeune fille qui est beaucoup trop forte. Finalement, il y parvient, complètement choqué, il arrive enfin à respirer de l'air, mais avant même qu'il ait le temps de lui demander pourquoi elle avait fait ça, elle recommence de plus belle. Encore une fois, il a cette impression de mort imminente, la sensation que tout va s'arrêter, mais son instinct de survie est trop puissant, il arrive enfin à la repousser. Et là, sans crier gare, la jeune fille tourne les talons et repart presque en se moquant de lui. Benjamin reste planté là quelques instants, complètement hébété par ce qui vient de se passer et complètement choqué. Et quelques instants plus tard, il part rejoindre ses camarades à qui il ne va rien dire pendant très longtemps et à personne d'autre d'ailleurs, car il avait beaucoup trop honte de ce qui venait de se passer. Et c'est finalement après son âge adulte passé depuis déjà quelques années qu'il s'émancipe enfin de son secret, et tout ça pour une raison très particulière. Parce que c'est à cet âge qu'il va enfin apprendre ce qui est arrivé à cette jeune fille qui avait un jour tenté de le noyer. De prime abord, on est d'accord, en entendant l'histoire, on pourrait penser à une blague qui a mal tourné, que Benjamin aurait mal interprété, même si c'était ultra maladroit et dangereux de la part de cette jeune fille. Mais détrompez-vous, car le détail que va apprendre Benjamin sur sa vie future va complètement le persuader du contraire. Il va en fait apprendre que cette femme s'était mariée et avait eu 3 enfants, mais n'était pas du tout tendre avec eux. Et c'est le cas de le dire, car c'était même bien pire, en fait elle les battait super souvent et il y en a même un qui va malheureusement décéder sous les coups. Et pour ça, et fort heureusement, elle purge aujourd'hui, au moment où on vous raconte cette histoire, une peine de prison à vie. Et vous l'aurez compris, et on le comprend également, mais c'est en apprenant cette histoire que les souvenirs de Benjamin se sont réveillés et que jusqu'à la fin de sa vie, il sera hanté par le souvenir de cette fille. Cette troisième histoire, c'est celle de Kayla, qui a 15 ans pendant que les faits se passent, et elle nous précise que c'est la seule étrangère qui habite dans son village, et d'ailleurs elle nous dit qu'elle est russe. Son village se situe en Normandie et il est complètement paumé. Elle nous dit d'ailleurs que depuis qu'elle est au lycée, elle a pris l'habitude de courir 10 km dans son village et que quasiment à chaque fois, elle n'avait croisé personne. Sauf que vous allez voir, un fameux jour, ce détail va radicalement changer.
Lorsque l'histoire se passe, il est 17 h et Kayla est en train de courir dans l'endroit le plus paumé de son parcours. Il s'agit d'un petit chemin très sinueux où même une voiture aurait du mal à rouler. Et en plus de tout ça, il fait extrêmement chaud, sachant que elle n'a pas du tout l'habitude, elle est beaucoup plus habituée au froid dû à son pays d'origine. Elle commence donc très vite à être crevée, c'est pourquoi elle ralentit. Au bout d'un moment, alors que Kayla continue sa course, elle remarque au loin qu'il y a un jeune homme qui marche devant elle. L'homme n'est pas petit, l'homme n'est pas grand, surtout qu'il est caché par les buissons et qu'il est assez loin, sauf qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné d'un chien, un très gros chien, un husky. Au départ, l'homme ne la voit pas, il continue à marcher, il est dos à elle, sauf que son chien, lui, l'a très bien vu et donc il se retourne et se met à aboyer, ce qui fait que l'homme aussi se retourne. Dès qu'il se retourne, l'homme cache un objet dans sa poche, un objet que Kayla n'arrive pas à identifier car il est un petit peu trop loin. Vu son comportement un petit peu étrange, Kayla conclut très vite que c'était certainement quelque chose d'illicite, quelque chose qu'elle n'était pas censée voir, et donc même si ce n'avait pas de lien direct avec elle, elle ressent un sentiment de danger, et donc pour pallier à ça, elle éteint le son de son casque, mais elle le garde pour faire semblant qu'elle n'était pas préoccupée par ce qui se passait. Alors que Kayla continue à marcher dans sa direction, elle remarque qu'il y a un autre objet dans la deuxième main. Cet objet, elle n'arrive pas à l'identifier, mais lorsque l'homme voit qu'elle l'a vu, c'est là qu'il se met à se cacher dans les buissons. Bien entendu, et c'est certainement ce que tout le monde se serait dit, elle a vraiment l'impression que ça ressemble à une embuscade, même si elle essaie complètement de relativiser. En passant subitement à côté de lui et en faisant semblant qu'elle ne l'avait pas vu, elle ne peut pas s'empêcher de lui lâcher un petit regard et c'est là qu'elle remarque que dans une main il a un téléphone et que dans l'autre il a un pistolet. Ce pistolet, elle le reconnaît, c'est exactement le même qu'elle utilise dans son stand de tir. Complètement flippée, Kayla envoie un message tout de suite à sa pote Chloé en lui disant que peut-être il était en train de chasser, sauf que sa pote va lui répondre que c'est impossible et que personne ne chasse avec ce genre d'arme. Kayla sait que les choses ne vont pas du tout, elle est complètement flippée et terrorisée et donc elle décide de presser le pas, mais elle ne peut pas le faire car à l'instant même, elle remarque qu'une voiture se dirige vers elle et lui barre la route. Dans la voiture, il y a deux hommes qui ont à peu près le même âge que le troisième qui d'ailleurs avait arrêté de téléphoner. Alors qu'elle se retrouve complètement bloquée entre les trois individus, elle entend l'homme qui était derrière elle crier que c'était bien elle, que c'était bien la Russe. Elle comprend donc immédiatement qu'ils en ont après elle, c'était impossible qu'ils aient deviné qu'elle était russe sans la connaître. Et donc elle décide de prendre les choses en main, de ne pas rester bloquée là et de traverser le talus pour pouvoir leur échapper. Tout en s'enfuyant, Kayla se pose toutes sortes de questions, elle se demande qui sont ces individus, pourquoi ils en ont après elle, elle a d'ailleurs remarqué que la voiture était immatriculée dans une autre région et donc elle ne sait pas du tout pourquoi ils sont là. Pendant sa fuite, Kayla pense à se réfugier dans une maison qui n'est pas très loin, sauf qu'en faisant ça, elle se rappelle que les propriétaires ne sont pas là, elle n'a donc plus qu'une option, c'est un petit chemin qui passe à côté d'un étang. En passant devant l'étang, et là on vous l'accorde, ça paraît presque trop gros mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Elle remarque au bord de celui-ci qu'il y a un petit sac scotché qui a l'air bien enfermé mais qui a l'air de pourrir. C'est presque comme s'il y avait des restes dedans qu'elle n'arrive pas à identifier mais qui sont là depuis très longtemps. Surtout que le sac relâche une odeur ignoble, qu'à côté il y a aussi des vêtements et qu'une camionnette est garée là. Là c'est beaucoup trop, elle a juste une envie, c'est d'échapper à toute cette situation beaucoup trop bizarre. Elle se remet donc à courir mais elle n'est pas au bout de toutes ces surprises parce que devant elle se plante un nouvel homme. En voyant cet homme, son cerveau se déconnecte complètement. Elle passe en pilote automatique et se met à marcher normalement. L'homme lui aussi continue à marcher, il est au téléphone, mais lorsque Kayla entend la camionnette s'ouvrir derrière elle, elle se remet à courir, elle regagne ses jambes et se remet à sprinter le plus vite possible. Son plan consiste maintenant à rejoindre la gare car à côté il y a un bar et donc il y aura forcément du monde pour l'aider, sauf que celui-ci se trouve quand même à 5-6 km, sa course lui semble interminable surtout qu'en plus elle n'a quasiment plus de batterie. Alors qu'elle continue à courir le plus vite possible, elle entend derrière elle une voiture arriver et il s'agit de la première voiture qu'elle avait vue, sauf que cette fois ils ont une remorque. Dans cette remorque, il y a tous les éléments chelous, les sacs, les vêtements qu'elle avait vus à l'étang et juste derrière il y a également la camionnette qu'elle avait entendue. Ni une ni deux, elle se cache dans un buisson et la voiture et la camionnette la dépassent. Kayla ne sait plus quoi faire, soit elle rebrousse chemin, soit elle continue vers la gare, mais en continuant à marcher un petit peu, elle croise un vieil homme, ce qui va la rassurer, même si ça va être de courte durée parce qu'elle va revoir plusieurs fois les voitures faire des rondes, accompagnée d'une autre voiture qui s'est rajoutée. Malgré tout ça, elle décide quand même de continuer vers la gare car c'est la dernière option, la seule qui pourrait réellement la sauver de cette situation infernale. Kayla continue donc de marcher vers la gare. Il faut savoir que pendant tout ce temps, elle avait laissé son téléphone allumé pour tenir au courant Chloé, pour lui envoyer sa localisation, prendre des photos en direct. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez pu apercevoir quelques réelles photos qu'elle a prises. Mais là, ses nerfs lâchent, elle se met à pleurer, elle a réellement l'impression qu'elle ne terminera pas cette journée.
Alors qu'elle continue inlassablement de marcher, elle croise un parking abandonné, sauf que sur ce parking est garée une voiture. Cette voiture, elle la connaît très bien car c'est la première voiture qu'elle avait vue dans son périple, et dans cette voiture se trouve l'homme avec son chien. Dès que leurs regards se croisent, l'homme et le chien sortent de la voiture et c'est une course-poursuite qui s'engage. Ils se mettent à courir vers elle, elle fait exactement la même chose et elle court vers la gare en se disant que c'est l'endroit où il y avait le plus de monde. En faisant ça, elle se dit que cette fois c'est la fin, qu'elle n'y arriverait pas et qu'elle ne pourrait pas leur échapper. Malheureusement à la gare il n'y a personne, elle continue donc vers l'usine et heureusement c'est là qu'elle croise enfin des ouvriers et c'est exactement au même moment que le chien la rattrape. À l'exact même moment, l'homme saute sur Kayla, mais par chance, les ouvriers réagissent tout de suite et se dirigent vers elle pour la secourir. En voyant ça et en prenant peur, l'homme décide de reprendre son chien et de courir dans le sens opposé. Après ça, on n'a pas énormément de détails sur la suite de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a pris énormément de temps à rentrer chez elle pour être sûre de ne pas être suivie. Lorsqu'il y est enfin arrivé, elle a rechargé son portable et encore une fois, elle a fondu en larmes en repensant à toute cette histoire. Maintenant, elle ne sait pas trop quoi faire, elle hésite à aller voir la police pour leur raconter tout ce qui s'est passé, surtout ce qui concerne les sacs car elle les trouve vraiment très suspects. Bref, Kayla a aujourd'hui énormément de mal à se remettre de toute cette histoire car c'est très compliqué ce qui lui est arrivé. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'oubliera jamais cette course-poursuite qui aurait très probablement pu lui coûter la vie. Bon, nous voici pour la 4e histoire, j'espère vraiment que vous êtes prêts, que votre cœur est accroché parce que ce soir on va vous raconter une histoire des plus sordides, des plus sombres et vraiment des plus dégueulasses qu'on a racontées sur la chaîne. Et cette histoire, c'est celle de Richard Trenton Chase qui naît le 23 mai 1950 en Californie. Richard, c'est l'aîné d'un couple qui aura une petite fille un peu plus tard. Et en 1953, la famille déménage dans une petite maison après avoir habité un appartement. Et très tôt dans sa vie, les choses commencent à partir un petit peu en cacahuète. Richard a des problèmes, il se met à chasser des animaux, à les capturer et puis à les torturer. Et alors qu'il a à peine 10 ans, il s'amuse à passer tous ses nerfs sur des chats et d'autres animaux. Et c'est sans compter l'ambiance familiale parce que à la maison, les problèmes sont déjà là. Sa mère est suivie par 2 psychiatres et le couple va très mal, il est englué dans des problèmes financiers, ils vont perdre leur maison en 1963. Mais malgré ça, Richard va à l'école, il va même terminer ses études et avoir son baccalauréat, mais il n'ira pas plus loin et juste après ça, il va s'octroyer une année sabbatique. Et à partir de ce moment, en étant jeune adulte, il est souvent arrêté pour possession de stupéfiants et il se retrouve très souvent devant le tribunal. Mais au bout du compte, il reprend les études et s'inscrit à l'American River College où il continue de se droguer, de s'adonner à la boisson et il est également brièvement vu par un psychiatre pour des troubles de l'ordre sexuel. Mais le psychiatre en question va également détecter un autre problème mental chez son patient et ce trouble serait la conséquence d'une colère refoulée. En février 1971, alors âgé de 20 ans, il loue un appartement et à ce moment, c'est un véritable comportement paranoïaque qu'il va commencer à développer. On vous passe la multitude de détails parce que franchement il y en a beaucoup, mais il va très souvent louer des appartements, cadenasser des portes, casser des murs. Encore une fois, ses problèmes de drogue et d'alcool ne s'améliorent pas et il continue d'avoir ce comportement paranoïaque. Richard développe également une hypocondrie grandissante, pensant que son cœur va cesser de battre ou qu'on va lui voler ses artères. Bref, devant tous ces comportements beaucoup trop bizarres, ses colocataires lui demandent de partir. Mais Richard refuse de retourner chez ses parents car il pense que sa mère cherche à l'empoisonner. Et en parlant de ses parents, en 1972, donc un an après, il demande le divorce. Et ça ne va malheureusement pas participer au rétablissement de la santé mentale du jeune Richard qui va commencer à s'adonner à de plus en plus de choses bizarres et sadiques. Durant cette période, il se met encore une fois à capturer des animaux, à les torturer, il va même les éventrer, les dévorer parfois crus. Et on vous passe les détails mais il va vraiment les consommer des manières les plus sordides possibles. Et en 1973, alors qu'il est en voyage en Utah, il va encore une fois se faire arrêter par la police car il aurait menacé une jeune fille qui aurait refusé ses avances et il aurait dégainé un pistolet. Et après avoir payé la caution, son père va l'envoyer chez sa grand-mère pour qu'il y fasse un séjour censé le calmer, mais malheureusement ça ne va pas du tout fonctionner et à son tour, la grand-mère ne va plus supporter Richard et va lui demander de partir. Au mois de décembre 1973, il est encore une fois interné. Aux infirmières et aux médecins, il dit qu'on lui a volé son artère pulmonaire et que son sang ne circule plus dans ses veines. Et après ça, Richard se met à faire des choses horribles, comme s'injecter du sang de lapin, s'auto-mutiler pour boire son sang, tuer des oiseaux dans le même but. Et ce comportement va tellement terrifier l'équipe médicale qu'il va être surnommé Dracula. Malgré tout, le corps médical n'arrive pas vraiment à donner de conclusion sur l'état de Richard. Ils ne savent pas s'il s'agit d'une schizophrénie ou alors si c'est sa consommation excessive de drogue qui provoque toute cette psychose. En 1976, il est de nouveau interné et malheureusement les choses vont de pire en pire.
il commence à devenir violent physiquement envers sa famille, et rebelote et est de nouveau interné à l'American River Hospital mais s'en échappe alors que les médecins le considèrent à présent comme un danger pour les autres patients. Ils parviennent à le rattraper et le transfèrent dans un autre hôpital pour des soins prolongés, et là les femmes de ménage font savoir qu'il leur arrive très souvent de retrouver des oiseaux et des animaux morts sous les fenêtres de la chambre de Richard. Et c'est en septembre 1976 qu'il est finalement remis dehors avec le même diagnostic que précédemment, il est atteint de schizophrénie paranoïde. Et alors qu'à l'issue de son internement, il retourne une énième fois chez ses parents, c'est en 1977 que l'histoire va prendre un tout autre tournant. Parce que jusque-là, la vie de Richard se résume à des actes vraiment horribles, sordides et sans pitié, mais même si on peut penser qu'il a déjà atteint le fond, vous allez voir que Richard va faire encore pire. Ma voiture était tombée en panne. Il fallait que je me trouve un appartement car ma mère ne voulait plus me recevoir pour Noël. Avant, j'allais chez elle et je discutais avec elle, ma grand-mère et ma sœur. Frustré, j'ai tiré depuis la portière de ma camionnette et j'ai tué quelqu'un. Et la deuxième fois, les gens avaient gagné plein d'argent et j'étais jaloux. On me surveillait, donc j'ai tué cette bonne femme et j'ai pris de son sang. Je suis également entré dans la maison et j'ai tué toute la famille, mais malheureusement quelqu'un m'a vu. Une fille s'est pointée et a appelé la police, mais les flics n'ont pas réussi à me dénicher. Et cette fille, c'était la petite amie de Kurt Silva, mon copain qui est mort dans un accident de voiture. Je crois que c'est le syndicat qui l'a fait descendre, parce qu'il était dans la mafia et vendait de la drogue. La fille se souvenait de Kurt et j'ai essayé de lui soutirer des infos. Elle m'a dit qu'elle s'était mariée avec un autre et qu'elle ne voulait plus me parler. Le syndicat se faisait donc de l'argent en obligeant ma mère à m'empoisonner. Je les connais et je les traînerai devant les tribunaux quand j'aurai réussi à rassembler tous les morceaux. Les phrases que vous venez d'entendre, c'est ce que Richard prononcera lors de son procès, parce qu'il sera finalement arrêté en 1979 après 2 ans de massacres complètement indicibles et inhumains. Mais malheureusement, et vous l'avez compris, il ne s'agit pas de simples meurtres, mais des choses vraiment sordides. Très souvent, Richard se rend dans des maisons sans raison apparente, tue tous les occupants de cette maison ou souvent des cibles qui sont seules. Après les avoir sauvagement assassinés, il se met à les vider de leur sang et également, c'est vraiment horrible à dire, mais à consommer leurs organes. Il mutile les corps, les met dans des positions explicitement sexuelles, leur fait subir toutes sortes de sévices. Et à chaque fois que les policiers se rendent sur le lieu du crime, ils assistent à une scène d'horreur. Lorsqu'on a retrouvé Teresa, elle était allongée derrière la porte sur le dos. Son pull était remonté sur sa poitrine, son pantalon et ses sous-vêtements autour de ses chevilles. Ses genoux étaient écartés dans une position d'agression sexuelle. Son mamelon gauche a été coupé, son torse ouvert sous le sternum et sa rate et ses intestins ont été retirés. Chase l'a poignardé à plusieurs reprises dans les poumons, le foie, le diaphragme et le sein gauche. La salle de bain était recouverte de sang. Richard avait enduit son visage de sang en se léchant les doigts. Vous l'aurez compris, ces horribles meurtres sont accompagnés d'actes de nécrophilie et de cannibalisme. Et après 5 autres meurtres dans le même acabit et dans le même registre, dont 2 sur des enfants, il va enfin être arrêté. Et c'est lorsqu'il va emmener le corps du petit David âgé de 22 mois que la ville va commencer à se révolter. Après avoir laissé le corps du petit David complètement méconnaissable, mutilé et partiellement consommé dans une église locale, toute la ville va se réunir. Et c'est une véritable chasse à l'homme qui s'organise. Et c'est enfin le 28 janvier 1978 que les policiers ont les résultats de la police scientifique. Les traces relevées correspondent à celles déjà présentes chez la précédente victime et un nom ressort, celui de Richard Chase. La police se rend aussitôt chez lui. Dans un premier temps, il frappe à la porte mais n'a aucune réponse. Les détectives et la police vont donc se cacher dans le couloir et attendre que Chase parte, l'arrêtant alors qu'il sort de son appartement avec une boîte tachée de sang. Et à l'intérieur de son appartement, c'est l'horreur absolue. Les policiers retrouvent toutes sortes de restes humains, du sang absolument partout, des organes qui sont conservés dans des bocaux. Chase est enfin arrêté et mis définitivement sous les barreaux. Durant son interrogatoire, Richard Chase clame son innocence. Le sang, vous nous direz, c'est évidemment celui des quelques chiens qu'il a tués. Et lorsque les policiers lui demandent confirmation, il va simplement dire « Oui, d'ailleurs je veux bien plaider coupable pour cruauté envers les animaux. » Mais mis devant les faits, Richard va devoir reconnaître les faits devant les 2 psychiatres venus pour l'expertiser. Devant eux, il ne montre aucun remords et explique froidement ses actes. C'est en 1979 que s'ouvre enfin le procès de Richard Chase pour 6 meurtres au premier degré. Et pour lui éviter la peine de mort, ses avocats vont plaider pour des meurtres sans préméditation et vont essayer de tout mettre sous le coup de la maladie mentale. Mais le 8 mai 1979, après 4 mois de procès, le jury a délibéré pendant 5 heures et le déclare finalement coupable des 6 meurtres et le condamne à la peine de mort. Aidé par 2 psychiatres qui ont jugé Richard sain d'esprit au moment des meurtres, le jury ne retient pas la folie. Richard est donc envoyé à la prison de Saint-Quentin, puis à l'hôpital psychiatrique de Vacaille pour un temps avant de retrouver la prison. À ses compagnons de détention, il montre un comportement des plus étranges.
Il passera les derniers instants de sa vie omnibulé par les théories du complot. Richard est persuadé que les gardiens de prison veulent l'assassiner en empoisonnant sa nourriture. Et finalement, la peine de mort ne sera même pas mise à exécution, car le 26 décembre 1980, Richard est retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie va montrer plus tard qu'il s'est donné la mort en faisant une dose volontaire d'antidépresseurs. Et c'est là que s'arrête l'histoire de Richard Chase qui aura traumatisé tout un pays. On espère qu'on ne vous a pas trop dégoûté avec cette 4e histoire, on vous avait prévenu, elle est complètement horrible, même en la racontant je pense qu'il était pas très bien et moi j'étais pas très bien en l'écoutant. Très honnêtement, on avait un script qui était beaucoup plus fourni et détaillé que ça et on a volontairement décidé de ne pas raconter certains passages qui, même pour une histoire qui se veut très violente, l'étaient beaucoup trop. On se sentait pas trop de dire certaines choses. En tout cas, si vous voulez creuser l'affaire, on pense que sur internet il y a des archives qui parleront bien d'elles-mêmes. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à le faire vous-même. Mais voilà, c'était vraiment assez hardcore quoi. Pour les 3 premières histoires, en tout cas les 2 premières en particulier, elles sont très originales et on a bien aimé les mécanismes en fait en général. La 3e est un petit peu plus particulière. Il se passe quand même énormément de choses, ce qui nous a presque poussé à douter de la véracité de cette histoire. Vous le savez, on est transparent avec vous, lorsqu'il y a des histoires qu'on croit moyen, on vous le précise, et là c'est le cas franchement pour la 3e histoire, il se passe quand même beaucoup trop de choses, des choses qui paraissent énormes, on ne veut pas vraiment douter de la parole des personnes qui racontent ça, parce que si c'est vraiment arrivé, ça n'a pas dû être facile, mais dans le cas de cette 3e histoire, il y a beaucoup de détails qui nous laissent penser que c'est pas forcément vrai, en tout cas on n'en sait rien, on attend vos avis en commentaire. Bon, en tout cas, nous on vous cache pas qu'on a vraiment apprécié vous raconter cet épisode. Les 4 histoires étaient vraiment super cool à raconter. On est un petit peu crevé, ça fait plus de 3 heures qu'on tourne. Et du coup, on va se dire sur ce, à plus tard. C'était Joe et Kratos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et les réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran. Ciao. Bonne nuit à tous. Qui aurait très probablement pu lui coûter la vie. Putain. Putain, il était pas à s'en charger en plus ce truc. That's à moi. Ok. Bon, Vous on avez est prévenu. prévenu. Les chips. Il est chaud, il est très fort. Bon, en tout cas, nous, on a apprécié raconter cet épisode. On vous le cache pas, on est un petit peu crevé ce soir. Mais c'est quand même un plaisir de raconter cette histoire. Parce que je crois que je viens de le dire. À mon tour. En fait, le premier qui réussit. Vas-y. Bon. Merde. À moi. Vas-y, à toi. Bon, nous, en tout cas, on a apprécié raconter cette histoire. Allez, tiens. C'est vieux con.